Dans les profondeurs du silence parisien, quand les lumières du dernier cinématographe s'éteignent et que la ville s'abandonne au sommeil, résonne encore l'écho d'une voix qui fut capable de briser les cœurs d'un simple murmure. Romy Schneider, l'impératrice dorée du cinéma européen, la femme qui transforma chaque rôle en confession intime, nous a légué bien plus que des films immortels. Elle nous a laissé le portrait déchirant d'une étoile qui ne put jamais échapper à sa propre lumière. Son nom évoque immédiatement l'image d'une beauté éthérée, enveloppée de soies impériales et de couronnes de rêve. Mais derrière cette façade de perfection se cachait une femme tourmentée par des démons qu'aucun applaudissement n'aurait pu faire taire. Romy ne fut pas seulement une actrice, elle fut un miroir cruel où toute une génération put contempler ses propres fantômes et obsessions. Imaginez un instant cette dernière nuit, du 29 mai 1982, dans son appartement de la rue du Bac. Une femme de seulement 43 ans, seule face au miroir qui tant de fois avait reflété sa gloire, contemplant le visage qui avait fait tomber des millions d'amoureux, mais qu'elle ne reconnaissait plus comme sien. Quelles pensées traversèrent son esprit en ces heures finales? Vit-elle défiler tous les masques qu'elle avait portés, tous les personnages qu'il avait possédés jusqu'à effacer la vraie Romy? Aujourd'hui, nous découvrirons la vérité, cachée derrière le sourire mélancolique qui la rendit immortelle. Car l'histoire de Romy Schneider n'est pas seulement celle d'une actrice exceptionnelle, mais celle d'une femme qui se perdit dans le labyrinthe de son propre talent, sacrifiant son bonheur sur l'autel d'une perfection artistique qui la dévora de l'intérieur. Sa vie fut une tragédie grecque représentée sur les scènes les plus glamour du monde, où chaque succès professionnel se payait d'une blessure émotionnelle qui ne cicatriserait jamais complètement. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie de Romy Schneider, nous devons nous plonger dans le contexte historique et culturel qui façonna son destin, l'Europe d'après-guerre, un continent qui se reconstruisait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, cherchant de nouveaux symboles d'espoir et de beauté dans un monde qui avait connu les horreurs les plus profondes de la nature humaine. La décennie des années 1950 marqua la renaissance du cinéma européen, une époque dorée où les salles de cinéma se transformèrent en temples laïques, où les foules venaient bien chercher évasion et rédemption. La France, en particulier, vivait une révolution culturelle sans précédent. La nouvelle vague se préparait dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, tandis que le cinéma commercial atteignait des niveaux de sophistication artistique qui rivalisaient avec Hollywood. Dans ce contexte surgit la figure de Romy Schneider, née Rosemary Magdalena Albach à Saint-Saëns, Vienne le 23 septembre 1938. Son origine autrichienne la reliait directement à une tradition culturelle mitteleuropéenne qui avait été dévastée par la guerre, mais qui conservait une aura romantique irrésistible pour le public français. L'Autriche représentait la nostalgie d'un monde perdu, l'élégance impériale qui avait disparu avec les empires centro-européens. Sa mère, Magda Schneider, était déjà une star du cinéma allemand, ce qui introduisit Romy dès sa naissance dans l'univers du spectacle. Cet héritage artistique serait à la fois une bénédiction et une malédiction. Il lui ouvrirait les portes du végétariat, mais la condamnerait aussi à vivre perpétuellement sous le poids des attentes et des comparaisons. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale avait laissé des cicatrices profondes dans la psyché européenne. La génération de Romy grandit dans un monde où l'innocence avait été détruite à jamais, où chaque sourire cachait des mémoires douloureuses et où l'art était devenu une forme désespérée d'exorciser les démons du passé. Cette atmosphère de mélancolie sous-jacente imprégnerait toute la carrière artistique de Romy. L'industrie cinématographique européenne des années 50 et 60 fonctionnait comme une communauté fermée, où acteurs, réalisateurs et producteurs entretenaient des relations intenses qui transcendèrent le professionnel. C'était un monde de passion exaltée, où l'amour et l'art s'entremêlèrent de manière souvent destructrice. Romy, avec sa beauté éthérée et son talent instinctif, deviendrait rapidement le centre de cet univers turbulent. Le public français de l'époque cherchait dans le cinéma non seulement du divertissement, mais aussi une forme de traitement émotionnel collectif. Les stars cinématographiques fonctionnaient comme des icônes psychologiques où la société projetait ses fantasmes et ses traumatismes. Romy incarnerait parfaitement ce rôle, devenant un miroir où toute une génération pourrait contempler ses propres blessures et aspirations. La carrière de Romy commença dans le cinéma allemand avec la trilogie de Sissi, 1955 à 1957, où elle interpréta l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Ces films, mélodrames historiques apparemment innocents, avaient une charge symbolique profonde dans l'Europe d'après-guerre. Ils représentaient la nostalgie d'un monde aristocratique perdu, l'élégance et le raffinement en contraste avec la brutalité récente de l'histoire. Le personnage de Sissi deviendrait une prison dorée pour Romy. Bien qu'il lui ait procuré une célébrité internationale instantanée, il l'enferma aussi
dans un type de rôle qui ne satisfaisait pas ses ambitions artistiques. L'impératrice Élisabeth, avec sa beauté mélancolique et son destin tragique, préfigurait étrangement le propre destin de Romy. Une femme belle, piégée dans les conventions de son époque, incapable de trouver le bonheur personnel, malgré les privilèges de sa position. Le succès de Sissi la catapulta vers le végétariat européen, mais l'obligea aussi à affronter pour la première fois la pression asphyxiante de la célébrité. Les photographes la poursuivirent constamment. Les producteurs la bombardèrent d'offres de rôles similaires et le public attendait d'elle une perfection constante que personne ne pouvait maintenir sans payer un prix psychologique terrible. Sa décision de s'installer en France, en 1958, marqua un tournant crucial dans sa carrière et sa vie personnelle. Paris représentait la liberté artistique, la possibilité d'échapper au cantonnement allemand et d'explorer des facettes plus complexes de son talent. Mais cela signifiait aussi l'éloignement de ses racines, le début d'un exil émotionnel qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours. La France de la fin des années 50 l'accueillit à bras ouverts. Sa beauté exotique, son accent charmeur et sa présence magnétique la transformèrent rapidement en l'une des actrices les plus recherchées du cinéma français. Des réalisateurs comme Luchino Visconti, Orson Welles et Claude Sautet virent en elle un matériau actoral exceptionnel, capable d'incarner tant la sophistication aristocratique que la vulnérabilité émotionnelle la plus profonde. Mais le véritable catalyseur de sa transformation artistique et personnelle fut sa rencontre avec Alain Delon en 1958, pendant le tournage de Christine. Delon représentait tout ce que Romy avait inconsciemment cherché. La beauté masculine, absolue, le charisme magnétique, la promesse d'un amour qui pourrait égaler l'intensité de son art. Leur relation serait l'une des plus documentées et mythifiées du cinéma européen, mais aussi l'une des plus destructrices. Le couple Schneider-Delon devint l'incarnation du glamour cinématographique européen. Leurs apparitions publiques étaient des événements médiatiques, leurs films ensemble des phénomènes de box-office, leur beauté combinait un idéal esthétique qui définit une époque. Mais derrière cette façade parfaite se développait une dynamique émotionnelle toxique qui marquerait profondément la psyché de Romy. Delon, avec sa personnalité dominante et son machisme caractéristique, exerçait sur Romy une influence qu'elle décrivit elle-même comme hypnotique. L'actrice qui avait grandi sans figure paternelle forte trouva en lui à la fois l'amant idéal et le père protecteur qu'elle n'avait jamais eu. Cette confusion des rôles créa une dépendance émotionnelle qui persisterait bien après la fin de leur relation. La période dorée de sa carrière, 1958 à 1975, coïncida avec ses années les plus tumultueuses sur le plan personnel. Des films comme Bocas 70, Le Procès, La Piscine et César et Rosalie la consacrèrent comme l'une des grandes actrices de sa génération, mais chaque succès professionnel semblait creuser sa sensation de vide existentiel. La rupture avec Delon en 1963 marqua le début d'une spirale descendante que Romy ne put jamais complètement inverser. Bien qu'elle tentât de refaire sa vie avec d'autres hommes, aucune relation ultérieure ne put égaler l'intensité passionnelle qu'elle avait vécue avec lui. Elle épousa le réalisateur allemand Harry Meyen en 1966, mais ce mariage échoua rapidement, la laissant avec un fils, David, qui deviendrait le centre émotionnel de son existence. Sa seconde union avec Daniel Biasini, en 1975, lui donna une fille, Sarah, mais ne réussit pas non plus à lui procurer la stabilité émotionnelle qu'elle cherchait désespérément. Romy semblait condamnée à répéter des schémas destructeurs dans ses relations, cherchant chez chaque homme la complétude que son art ne pouvait lui procurer. Durant ces années, sa consommation d'alcool et de médicaments s'intensifia progressivement. La pression constante de maintenir son image publique, combinée à la fragilité émotionnelle héritée de son enfance, l'amena à développer des mécanismes d'évasion qui se transformèrent graduellement en addiction. Ses proches décrivaient une femme de plus en plus dépendante de substances pour affronter les exigences de sa carrière et de sa vie personnelle. Le 5 juillet 1981 se produisit la tragédie qui briserait définitivement son esprit. La mort accidentelle de son fils David, âgé de 14 ans, qui s'empala sur la grille en fer de la maison de son père en tentant de l'escalader. Cet événement dévastateur détruisit les derniers vestiges d'espoir que Romy conservait. David avait été son ancre émotionnelle, la seule source d'amour inconditionnel dans sa vie, et sa perte la plongea dans une dépression dont elle ne se remettrait jamais. Les témoignages de ceux qui la connurent durant ces derniers mois décrivent une femme spectrale, consumée par la culpabilité et la douleur. Romy se reprochait obsessionnellement la mort de David, convaincue que ses problèmes matrimoniaux et sa carrière avaient indirectement contribué à la tragédie. Cette culpabilité devint un fardeau insupportable, qu'aucune thérapie ou médication ne pouvait soulager.
Ses dernières apparitions publiques montraient une actrice qui avait perdu l'éclat qui la caractérisait. Sur les photographies de cette époque, ses yeux reflétaient un vide qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Les réalisateurs qui travaillèrent avec elle durant ces mois finaux la décrivaient comme professionnelle jusqu'au bout, mais notaient que quelque chose d'essentiel s'était brisé en elle. À l'aube du 29 mai 1982, Romy Schneider fut trouvée morte dans son appartement parisien. La version officielle parla d'arrêt cardiaque, mais les circonstances de sa mort alimentèrent des spéculations qui persistent encore aujourd'hui. À 43 ans, l'impératrice du cinéma européen avait écrit le dernier acte d'une vie qui avait été art pur, mais aussi souffrance constante. Sa mort ne fut pas seulement la perte d'une actrice exceptionnelle. Ce fut la fin d'une ère dorée du cinéma européen. Avec Romy, disparaissait le dernier vestige de cette élégance mélancolique qui avait caractérisé le cinéma continental d'après-guerre. Ses collègues et admirateurs lui dirent adieu, comme on dit adieu à une reine, avec révérence, mais aussi avec l'amère conscience que sa beauté avait été à la fois sa gloire et sa malédiction. Les mois qui suivirent sa mort révélèrent dans la profondeur de son isolement final. Malgré sa célébrité mondiale et ses innombrables admirateurs, Romy était morte essentiellement seule, entourée uniquement des fantômes de ses personnages et des échos d'un amour qu'elle n'avait jamais réussi à trouver dans la vraie vie. Ses funérailles à Paris furent un événement cinématographique en soi, avec les figures les plus importantes du cinéma européen rendant hommage à celle qui avait été non seulement une collègue exceptionnelle, mais aussi un symbole de toute une génération artistique. Alain Delon, bouleversé par la perte, prononça des mots qui révélèrent la profondeur d'un amour qui avait persisté malgré toutes les blessures. Romy était la femme de ma vie, même si nous n'avons pas pu vivre ensemble. L'analyse de la vie et de la mort de Romy Schneider nous confronte à des interrogations profondes sur le prix de l'art, la nature destructrice de la célébrité et les limites de la résistance humaine face à la pression d'être une icône publique. Son histoire transcende la biographie individuelle pour devenir une réflexion sur les dilemmes fondamentaux de la condition artistique au XXe siècle. De notre perspective, Romy Schneider représente l'incarnation parfaite d'une contradiction inhérente au star system, l'exigence d'être simultanément accessible et inaccessible, humaine et divine, vulnérable et omnipotente. Cette impossibilité ontologique est au cœur de nombreuses tragédies artistiques. Mais dans le cas de Romy, elle atteignit une intensité particulière, due à son extrême sensibilité émotionnelle. Nous considérons que Romy fut victime d'un système qui transformait le talent artistique en marchandise, sans considérer le coût humain de cette transaction. Sa beauté exceptionnelle devint à la fois son passeport vers le végétariat et sa prison personnelle. Le public l'aimait pour sa perfection esthétique, mais cette adoration l'éloignait paradoxalement de la possibilité d'expériences humaines authentiques. Sa relation avec Alain Delon illustre parfaitement la confusion entre vie privée et spectacle public qui caractérisa son existence. Ce qui commença comme un amour véritable se transforma graduellement en performance médiatique où les sentiments réels se perdaient entre les attentes du public et les demandes de l'industrie cinématographique. Nous croyons que la mort prématurée de son fils David fut le facteur déterminant dans son effondrement final. Mais cet événement tragique agit sur une structure psychologique déjà fragilisée par des décennies de pression constante. Romy avait développé des mécanismes de survie émotionnelle qui la maintinrent en fonctionnement pendant des années, mais qui s'avérèrent finalement insuffisants face à une perte de cette ampleur. Son recours progressif à l'alcool et aux médicaments n'était pas simplement une addiction, mais une tentative désespérée d'automédication contre une douleur qu'aucun traitement conventionnel ne semblait capable de soulager. À une époque où la santé mentale des célébrités n'était pas une préoccupation publique, Romy lutta seule contre des démons qui nécessitaient une aide professionnelle spécialisée. Le cinéma européen de son époque fonctionnait comme un écosystème fermé, où relations personnelles et professionnelles s'entremêlèrent de manière souvent toxique. Romy navigua dans cet environnement avec une vulnérabilité qui la rendait particulièrement susceptible à la manipulation émotionnelle et à l'exploitation artistique. Sa quête constante de perfection actoriale reflétait une insécurité profonde sur sa propre valeur en tant que personne. Chaque rôle devenait une opportunité de validation externe, mais aussi une nouvelle occasion de s'exposer au jugement public. Cette dynamique créa un cercle vicieux où le succès professionnel augmentait son besoin d'approbation au lieu de le satisfaire. Nous pensons que Romy ne réussit jamais à développer une identité personnelle séparée de ses personnages cinématographiques. Cette fusion entre la personne et l'actrice, bien qu'elle fût la source de son authenticité artistique exceptionnelle, la priva aussi de ressources psychologiques pour affronter les crises vitales en tant qu'individu séparé de son image publique. Son héritage artistique demeure intact et continuera d'inspirer les générations futures d'acteurs et de cinéastes. Ses interprétations dans des films comme Les choses de la vie et Une histoire simple démontrent une profondeur émotionnelle que peu d'artistes ont réussi à atteindre. Mais son véritable legs réside peut-être dans la leçon douloureuse sur les limites de la résistance humaine et la nécessité de protéger la dimension personnelle des artistes.
En dernière analyse, nous considérons que Romy Schneider fut une artiste authentique dans un monde artificiel, une femme réelle dans un univers de fantasmes, une personne qui paya de sa vie le prix d'incarner les rêves de toute une civilisation. Sa tragédie personnelle ne diminue pas sa grandeur artistique, mais nous rappelle que derrière chaque chef-d'œuvre se trouve un être humain dont la fragilité mérite respect et protection. Dans le silence éternel d'une salle de cinéma vide, où les ombres dansent sur les fauteuils abandonnés, résonne encore l'écho d'une voix qui fut capable de toucher l'âme d'un simple soupir. Romy Schneider s'en est allée, mais sa présence fantomatique habite à jamais les photogrammes où elle immortalisa sa beauté et sa douleur. Quand les lumières s'allument à la fin de ses films, quand son visage s'évanouit sur l'écran et que le public retourne à la réalité quotidienne, quelque chose demeure flottant dans l'air. La sensation troublante d'avoir été témoin de quelque chose de plus qu'une interprétation artistique, d'avoir contemplé l'âme nue d'une femme qui transforma sa souffrance en art pur. Ces films continuent d'être projetés dans les cinémathèques et festivals du monde entier, mais chaque séance est aussi une séance de spiritisme, où le fantôme de Romy se matérialise à nouveau, pour nous rappeler que le véritable art naît de la douleur transformée en beauté. Son legs ne sont pas seulement les images qu'elle nous a laissées, mais la leçon perpétuelle que la sensibilité extrême peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Dans les archives des studios cinématographiques européens reposent des milliers de photographies, des bobines d'essai caméra, des interviews perdues, où Romy parle de cette voix légèrement rauque qui envoûtait les foules. Chaque document est un fragment d'une âme qui se donna complètement à son art, sans rien réserver pour elle-même. Les jeunes acteurs qui étudient aujourd'hui son travail trouvent en elle un modèle d'authenticité qui transcende les modes et les époques. Romy n'interpréta jamais des personnages. Elle les vécut, les souffrit, les aima jusqu'à l'épuisement. Cette totale abnégation est ce qui fait que ses interprétations continuent d'émouvoir des décennies après sa mort. Qu'aurait été Romy si elle avait réussi à trouver l'équilibre entre son art et sa vie personnelle? Aurait-elle pu vieillir avec grâce, comme d'autres grandes actrices de sa génération? Ces questions resteront à jamais sans réponse, mais font partie du mystère qui l'entoure. Sa tombe au cimetière de Boissy-sans-Avoir est devenue un lieu de pèlerinage pour les cinéphiles du monde entier. Les fleurs fraîches qui apparaissent constamment sur sa pierre tombale témoignent que sa mémoire reste vivante dans le cœur de ceux qui comprennent qu'elle fut bien plus qu'une actrice. Elle fut une poète de l'image, une musicienne du silence. Dans les nuits plus parisiennes, quand la brume enveloppe les boulevards et que les lumières de néon se reflètent dans la Seine, il est possible d'imaginer sa silhouette marchant dans ces rues qui la virent triompher et souffrir. Romy appartient à jamais à Paris, comme Paris appartient à la mémoire de tous les artistes qui la choisirent comme refuge et la trouvèrent aussi comme tombeau. Sa fille Sarah, héritière de sa beauté et de son talent, porte le poids d'un nom de famille synonyme d'excellence artistique et de tragédie personnelle. À chaque interview, à chaque apparition publique, les journalistes cherchent en elle des traces de la mère perdue, perpétuant ainsi le cycle d'attente impossible qui détruisit Romy. Mais peut-être le véritable hommage à Romy Schneider ne réside-t-il pas dans le souvenir de sa mort prématurée, mais dans la célébration de l'intensité avec laquelle elle vécut chaque moment de son existence. Elle aima avec passion, travailla avec un dévouement absolu, se donna sans réserve à tout ce qu'elle toucha. Sa vie fut brève, mais elle fut complète dans son intensité émotionnelle. En dernière analyse, Romy Schneider nous enseigne que l'art véritable exige des sacrifices que tous ne sont pas prêts à faire. Elle paya le prix complet pour l'éternité cinématographique. Et il nous revient maintenant d'honorer ce sacrifice en gardant vivante sa mémoire et en apprenant de ses leçons. Son regard mélancolique continue de nous interpeller depuis les écrans, nous demandant si nous sommes capables d'aimer avec la même intensité qu'elle aima, si nous pouvons vivre avec la même authenticité qu'elle vécut, si nous avons le courage d'être complètement humains dans un monde qui souvent préfère les masques au vrai visage.